Est-ce que tu te poses une de ces questions concernant la caféine? Est-ce que la caféine peut être mortelle? Est-ce que c'est dangereux pour les femmes enceintes? Les réponses sont-elles différentes entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que la caféine peut causer des problèmes cardiaques? Est-ce que la caféine te déshydrate au repos ou à l'effort? Te permet-elle de favoriser la perte de gras? Et quels sont ses effets réels sur la performance? Y a-t-il aussi une différence entre la performance du haut du corps versus le bas du corps? Est-ce que quand on dit que la caféine et la dépression c'est corrélé, est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-elle causer une perte de densité osseuse? Est-ce que la caféine est réellement addictive, comme on aime si bien le dire? Et pour finir, est-ce que la consommer 1h30 à 2h après t'être levé te permettrait d'éviter le crash du début d'après-midi? Ça te parle? Alors c'est parti. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, à l'aide d'un article scientifique, on va s'intéresser aux fausses conceptions ainsi qu'aux questions les plus communes concernant la caféine. En plus de ça, l'article que je vous présente aujourd'hui, c'est tout nouveau, c'est 2024. 1,3,7 triméthylxanthine. C'est le vrai nom pour la molécule de la caféine. Parfois, simplifier les choses et les rendre moins scientifiques, ça aide tout le monde. Voici ce qu'on apprend. La caféine s'est absorbée à 99% dans les 45 minutes. Et le pic de concentration dans ton plasma, c'est au bout de 15 à 120 minutes. En gros, quand tu es fatigué, t'attends pas à ce que ça te réveille immédiatement. Il va falloir forcément que tu anticipes. Tout ce que l'on consomme est converti dans notre organisme pour être assimilé. Par exemple, lorsque tu manges du sucre, tu ne vas pas ni stocker ni utiliser du sucre, mais bien du glycogène et du glucose. C'est pareil avec la caféine qui va être majoritairement convertie en paraxanthine. Comment ça marche la caféine? Dans ton organisme, il y a toutes les molécules qui vont se lier à leurs récepteurs. Et ça va permettre d'activer ou d'inhiber certaines réponses dans ton organisme, certains fonctionnements. Concernant la caféine, elle va se lier à des récepteurs dits d'adénosine. Et ça va empêcher que l'adénosine elle-même, elle vienne se lier à son propre récepteur. Et ça va avoir des conséquences indirectes sur le relâchement de certains neurotransmetteurs. On parle ici de la norépinéphrine, de la dopamine, de l'acétylcholine, de la sérotonine, du glutamate et de l'acide gamma-aminobutyrique. D'ailleurs, souvent abrégé par GABA. Et celui-ci là, c'est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Pour rentrer un petit peu plus complexe pour ceux qui aiment ça, la caféine va aussi inhiber la phosphodiestérase, ce qui va empêcher la dégradation de CAMP et ça va engendrer une accumulation d'hormones et de neurotransmetteurs. On parle notamment de dopamine, de tous les catécholamines, donc épinéphrine et norépinéphrine. Et ça pourrait augmenter la lipolyse et donc brûler des graisses. Assez pour l'introduction, on passe tout de suite à la réponse aux questions que je vous ai évoquées au tout début de la vidéo. Première question, est-ce que la caféine déshydrate même lorsque tu fais pas d'activité physique? La FDA, qui est un organisme régulateur aux États-Unis concernant la nourriture et les médicaments, recommande de limiter sa consommation à 400 mg par jour, ce qui représente 4 à 5 cafés. Je vais te mettre juste ici un tableau qui va résumer approximativement les doses de caféine dans les différentes boissons. Donc comme tu peux le voir, ça va du thé vert jusqu'aux boissons énergisantes. Concernant notre question, l'idée qui a été poussée, c'était que la caféine avait un effet diurétique. Donc que si tu consommes de la caféine, tu vas aller uriner beaucoup plus souvent. Et ça remonte déjà à 2003. Il y a une étude qui avait été faite et qui avait démontré qu'une consommation de caféine supérieure à 300 mg, donc 2 à 3 tasses, stimulait la production d'urine. Sauf que, quand je vous ai parlé de la FDA avant et de cette étude, aucune d'entre elles n'a considéré le poids de corps de l'individu dans ces données. Sauf que tout est quasiment relatif à notre poids de corps individuel. Et ça aurait pu avoir un impact sur les données et les résultats qu'on a eu par la suite. Parce que oui, tu urines plus, mais rappelle-toi que la consommation de caféine, la plupart du temps, elle se fait avec des liquides. Donc tu bois plus aussi. Il y a une autre étude qui a fait justement des tests avec des personnes qui avaient l'habitude de consommer de la caféine vis-à-vis d'un groupe qui consommait les mêmes quantités, mais en eau seulement. Et dans cette étude-là, ils ont trouvé aucune différence sur les marqueurs de l'hydratation. La seule chose qui augmentait, c'était les pertes en sodium, donc le Na+. Plus tard, en 2017, il y a une autre étude qui est sortie et qui a démontré que des doses supérieures à 500 mg avaient effectivement tendance à augmenter le volume des urines. Sauf que, attention, 500 mg, c'est pas rien du tout. C'est des doses qui sont super élevées et très peu représentatives de ce que consomme la population en général. Alors, mis à part si tu te pètes 10 scoops de pré-workout, tu devrais pas pisser partout au point de te déshydrater. Pour résumer cette question, des doses modérées, 3 mg par kilo ou entre 200 et 300 mg n'augmentent pas le volume de tes urines. Mais 6 mg par kilo ou des doses supérieures à 500 mg pourraient influencer ta diurèse. Maintenant qu'on a parlé de ce phénomène au repos, qu'en est-il durant l'exercice? Est-ce que les résultats sont les mêmes ou sont-ils exacerbés? En 2014, il y a une étude qui a démontré aucune différence entre la consommation de caféine et d'eau pour les mêmes quantités sur la production d'urine. Et ça durant 24 heures consécutives. Et c'était pareil
Pareil sur d'autres marqueurs d'hydratation, donc la gravité spécifique de l'urine, l'osmolalité et tous les autres. Il y a d'autres études dans la même idée qui ont trouvé aucune différence entre des faibles consommateurs, donc 3 mg par kilo, et des consommateurs modérés, donc 6 mg par kilo de caféine pendant 24 heures sur le volume urinaire, la couleur de l'urine, l'USG, l'osmolalité ou encore les pertes en sodium. En résumé, je passerai pas 10 heures à vous dire que le taux de sudation d'un individu, sa génétique, ses stratégies d'hydratation semblent être bien plus importantes et avoir une influence bien plus grande sur le statut hydrique d'un individu. Et ça vis-à-vis de la consommation de caféine, surtout lorsque celle-ci est consommée sous forme de liquide. Prochaine question. Est-ce que la caféine est capable de faire perdre du poids via la perte de masse grasse? D'où ça sort ça? Eh bien en fait c'est tout simple. Il y a certaines études qui avaient remarqué qu'il y avait une potentielle corrélation entre la caféine et l'oxydation des graisses. Autrement dit, ton organisme qui va brûler des lipides. Il y a une étude qui a été réalisée chez les personnes non obèses et naïves à la caféine, c'est-à-dire qui consommaient pas de caféine de manière régulière, contrairement à la majorité de la population. Et ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils leur ont donné 3 mg par kilo, représentant environ 210 mg, juste avant un exercice sur vélo réalisé soit le matin ou l'après-midi. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que peu importe le moment de la journée, la caféine démontrait une amélioration significative des valeurs estimées d'oxydation des graisses. Dans une autre étude avec les mêmes caractéristiques, ce qu'ils ont pu remarquer, c'est une augmentation de la dépense énergétique, mais pas forcément du taux d'oxydation des graisses. Et qu'est-ce qu'on fait en science quand les résultats sont contradictoires et qu'on a suffisamment d'études? Eh bien, on fait des méta-analyses. Et c'est ce qui a été fait ici, et les résultats, ils montrent que la caféine, effectivement, augmente légèrement les taux d'oxydation des graisses et réduit aussi le quotient respiratoire. Et ça correspond au volume de CO2 expiré vis-à-vis du volume d'O2, donc d'oxygène inspiré sur une période donnée. Le chiffre que tu obtiens, en gros, il va être déterminant pour savoir quel substrat tu es en train d'utiliser. En gros, ce qu'on dit, c'est que quand le QR est égal à 1, c'est le métabolisme des glucides qui est dominant. Tandis que quand c'est le métabolisme des graisses, eh bien, ce quotient respiratoire-là est inférieur à 1. Ce qu'ils ont aussi trouvé, c'était que la caféine améliorait l'utilisation des graisses durant l'exercice, mais encore plus chez les personnes sédentaires versus entraînées. Donc, pour tous les athlètes qui s'entraînent, même de manière récréationnelle, eh bien, cette oxydation des graisses est moindre. Pour résumer, ce qu'on nous apporte dans cet article, c'est que la consommation de caféine sur le long terme pourrait aider avec certaines quantités et chez certains individus à la perte de poids, et notamment chez les personnes en surpoids. Mais attention, il y a une problématique majeure là-dedans qui est qu'il y a énormément de variables qui peuvent venir s'influencer entre elles et par conséquent confondre les résultats. Et quand on parle de variables pour la caféine, il y en a des dizaines. On parle de la quantité, du poids de la personne, de sa nutrition, de son rythme de vie et aussi de la forme sous laquelle cette caféine-là est ingérée. Café, thé, boissons énergisantes et j'en passe. Parce que oui, il faut savoir que toutes ces études-là où le poids de l'individu est une variable super importante et où elle est contrôlée, eh bien c'est le type d'étude qui est super difficile à répliquer et surtout à appliquer. Effectivement, t'as beau donner le même nombre de macronutriments à une personne, sa capacité à métaboliser le tout peut être totalement différente d'une autre personne à qui tu vas donner exactement les mêmes macronutriments. Et c'est notamment ça qui peut créer des variations lors de l'application de certaines études dans le monde réel, entre guillemets. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est vous butez pas au café en espérant de perdre du poids. Parce que même si ça a un effet sur l'oxydation des graisses, c'est pas réellement ça qui va vous faire perdre du poids en tant que tel. Mis à part les 200 grammes tous les matins évacués aux toilettes après ta première gorgée. Prochaine question. Est-ce que la caféine impacte la performance sur le haut du corps et le bas du corps de manière similaire? Réponse courte, oui. Réponse longue, attention, j'y viens. Comme d'habitude avec la caféine, ça va dépendre de nombreux facteurs, notamment le dosage, le type d'activité, le type de groupe musculaire, la taille de ce groupe musculaire-là. Est-ce que tu veux développer de la force ou de l'endurance? Et en effet, si tu considères toutes ces variables-là, c'est peut-être pas les mêmes résultats que tu vas obtenir. Et ce que je peux vous dire là-dessus pour l'instant, c'est qu'il semblerait que ça fonctionne mieux pour les gros groupes musculaires. Donc améliorer ton biceps curl en prenant de la caféine, c'est peut-être pas la meilleure idée. Cependant, si tu veux améliorer ton bench press ou ton squat en consommant de la caféine, eh bien là, il y aurait peut-être plus d'avantages pour toi. La deuxième chose, c'est aussi à quel moment tu vas consommer cette caféine-là. En général, ce qu'on dit, c'est que ça atteint son pic dans l'organisme au bout d'une soixantaine de minutes, donc 1 heure. Donc si tu vas au gym, t'arrives et que c'est à ce moment-là que tu consommes ta caféine, eh bien ça se peut que tu sois parti de ton entraînement et que là, t'aies le pic des effets de la caféine. C'est pour ça qu'il faut que tu anticipes cette consommation avant de te rendre à ton entraînement. Les variables qui vont être améliorées, on dit que c'est pour te réveiller, mais c'est pas forcément ça lorsqu'il s'agit de performance. Dans toutes les études qu'on observe, il y a une variable qui ressort, c'est le pic de vitesse sur ton mouvement. Donc en gros, la puissance que tu vas développer. On l'a vu, la caféine, c'est une thématique relativement compliquée parce que tu as full de variables là-dessus. Et il y a une variable dont on n'a pas parlé et on va y revenir plus tard, ça va être la génétique. Autrement dit, ta sensibilité face à cette molécule qui est la caféine. Bref, la thématique de la caféine, il y a énormément d'études et pour être honnête, c'est un vrai merdier lorsque tu veux faire le tri avec tout ça. Une chance qu'aujourd'hui, je vous ai trouvé
trouvé un article fantastique sur la thématique et qui compile toutes ces questions qu'on se pose tous. Donc on revient à la performance. Pour vous faire quand même une réponse, dans cet article, il nous propose que certaines études parlent de 5 mg de caféine par kilo pour une augmentation des performances. D'autres ont vu des améliorations au niveau du membre supérieur à partir seulement de 7 mg par kilo et d'autres à partir de 8 mg par kilo. Petite parenthèse, pour être tout à fait franc, si tu vas taper dans du 7 ou du 8 mg par kilo, ça se peut que tu te sentes relativement mal. Sachez qu'au-dessus de 6 mg par kilo, c'est considéré comme étant une dose très élevée et la plupart des gens, ils supportent pas des doses aussi importantes. Donc te prends pas pour un héros, reste dans des doses raisonnables et tout ira bien. Parce que je te rassure, c'est pas plus t'en prends, plus ça fonctionne. Et d'ailleurs, si t'en prends trop, tu risques de mourir. On le verra plus tard. Hop hop hop, je viens de te donner un maximum de valeur déjà dans cette vidéo, donc si t'es encore là, c'est que t'en veux plus. N'hésite pas à liker, partager la vidéo et surtout à t'abonner. Prochaine question, existe-t-il un lien entre la dépression et la caféine? Encore une fois, c'est une réponse qui est multifactorielle et tu peux pas juste dire oui ou non. Comme on l'a vu au début de l'article, cette caféine-là est reliée à certains neurotransmetteurs et certaines hormones, notamment la dopamine, la sérotonine, qui elles sont intrinsèquement reliées à la régulation de l'humeur et du bien-être en général, même si c'est bien plus complexe que ça. Dans un monde aussi stressant que le nôtre, c'est important de savoir si consommer de la caféine, c'est nuisible pour toi ou pas. Ce pourquoi cette question, même si elle semble un peu bidon, finalement elle est super intéressante. Il y a une étude d'ailleurs qui a démontré une relation, mais une relation inverse entre la consommation de caféine et le risque de développer des symptômes dépressifs. Et la consommation de ces individus-là, c'était défini comme modéré, donc 400 mg par jour, ce qui est plutôt rassurant. Mais attention, on comprend encore une fois que c'est une histoire de dosage. Ce qu'on nous dit, c'est que les hautes doses pourraient exacerber les symptômes d'anxiété qui sont plus ou moins reliés avec la possibilité de faire une dépression. D'ailleurs, ce qu'on nous rapporte, c'est que les personnes qui souffrent déjà de troubles de panique ont des symptômes qui se réveillent, sans faire de mauvais jeu de mots, après avoir consommé 480 mg de caféine. Il y a un des problèmes, et vous allez vite comprendre le lien entre dépression et caféine, même si vous ne l'aviez pas dès le début, c'est que c'est associé avec le fait que la caféine peut être disruptive au sommeil. Après 5 heures de l'après-midi, la consommation de caféine, environ 2 mg par kilo, donc c'est vraiment pas énorme, va diminuer la durée du sommeil et surtout son efficacité. Ce qu'on nous apprend, c'est que ça diminue la latence, c'est-à-dire le temps que tu vas mettre pour t'endormir une fois que tu es allongé dans ton lit. Et aussi, ce qu'on apprend, c'est que ça augmente le temps que tu vas passer réveillé durant la nuit. Parce que durant la nuit, t'es pas tout le temps endormi. Il y a certaines phases où tu vas te réveiller, même si quand tu te lèves le matin, tu le sais pas. Mais c'est tout à fait normal. Et bien la caféine, elle va exacerber ce nombre de fois où tu vas te réveiller de manière automatique dans la nuit. Donc ça, c'est assez bien démontré. Après 5 heures de l'après-midi, la caféine, c'est ciao bye. Pour que tu comprennes un petit peu le cercle vicieux, c'est déficit de sommeil. Donc tu vas consommer de la caféine qui va bousiller ton sommeil et donc tu vas être encore plus fatigué, développer potentiellement des troubles d'anxiété, surtout si tu es obligé à avoir des troubles d'anxiété et ensuite, par la suite, un effet boule de neige qui entraîne à la dépression potentiellement, bien sûr. Et encore une fois, là-dedans, il y a la variabilité génétique. Donc si tu es amené à faire de l'anxiété de manière récurrente, eh bien ça peut s'adapter plus à toi qu'à une autre personne qui a aucun trouble anxieux. On va en parler de manière beaucoup plus précise tout à l'heure, mais il semblerait que des consommateurs de caféine réguliers qui soudainement arrêtent ou réduisent drastiquement leur consommation peuvent développer des migraines, ressentir plus de fatigue et être un peu plus irritable aussi. Et ça pourrait augmenter les symptômes dépressifs. Prochaine question, est-ce que la caféine peut te tuer? Réponse courte, oui, mais comment et avec combien? Les recommandations limites journalières définies par la FDA, c'est 0,4 g, donc 400 mg par jour. Et ce qu'elle indique, c'est que au-dessus de 1200 mg, donc 1,2 g, ce qui est, on va se le dire, énormissime, eh bien, tu risques d'observer à ce stade-là des effets toxiques pour ton organisme. On parle notamment de convulsions, etc. Mais ça, attention, c'est lorsque tu consommes one shot, 0,15 cuillères à café de caféine pure, et ça t'envoie en enfer. Merde. Là-bas, il y a une trace de pneu, elle fait la taille de ma tête, frérot. C'est pour ça d'ailleurs que c'est rare de la caféine pure en poudre, c'est parce que c'est super difficile à doser et que ça peut créer des problèmes assez graves, notamment des overdoses. La plupart des cas qui ont été révélés et qui meurent à la suite d'une consommation trop élevée de caféine, c'est par arrêt cardiaque à cause d'une fibrillation ventriculaire. On a certains rapports qui nous rapportent le décès d'un homme de 39 ans par overdose avec 22 grammes de caféine, ce qui est absolument énorme et ça peut pas être possible avec une consommation genre normale avec du café. Bref, surtout lorsque vous consommez de la caféine sous forme de petits
petite pilule. Ou si vous avez de la poudre de caféine pure chez vous, faites super attention de ne pas avoir la main trop lourde parce que vous pouvez vous retrouver, comme vous l'avez vu, dans des situations vraiment pas plaisantes. Pour finir, la caféine, c'est létal à partir de 5 grammes, donc 5000 mg. Et ça, c'est clairement impossible à atteindre avec une consommation même un tout petit peu excessive. Mais ça, attention, encore une fois, ça veut pas dire que si tu prends 1000 mg, il va rien se passer pour toi. Ça va dépendre d'énormément de facteurs et je te conseille vraiment même pas d'essayer. De toute façon, il faut que tu comprennes une chose, c'est que les effets de la caféine, ça suit un petit peu une courbe de Gauss. T'en prends pas assez, t'as très peu d'effets. Tu prends la bonne dose, t'as les effets optimaux. Et t'en prends trop, eh bien, les effets disparaissent. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes concernant la réponse à la caféine? Il y a une isoenzyme qui s'appelle CYP1A2, donc CYP1A2, qui est responsable du métabolisme de la caféine dans le foie. Et les femmes, elles ont moins d'activité de cette isoenzyme-là. Ce qui fait en gros en sorte que la caféine est disponible plus longtemps pour elles dans l'organisme. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est disponible de manière effective plus longtemps. Mais en tout cas, dans l'organisme, avant d'être filtrée complètement, eh bien, il se passe plus de temps que pour un homme. Malgré tout, il semblerait pas y avoir de différence avérée dans la science lorsque l'on compare les hommes et les femmes. Comme je viens de vous le dire, pour les femmes, il y a une concentration plus élevée dans le plasma lorsqu'elles en consomment. Et une des différences qu'on va remarquer, c'est une plus grande pression diastolique chez les femmes. C'est pareil pour la performance, il semblerait pas y avoir de différence au niveau de la force maximale, de l'endurance musculaire entre les hommes ou les femmes. Les différents contraceptifs utilisés peuvent en revanche faire la différence parce que certains contraceptifs peuvent justement avoir un impact sur l'isoenzyme CYP1A2, donc en réduisant son activité. Mais en gros, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes et les femmes concernant leur réaction face à la caféine. Prochaine question, c'est la 9e et c'est une des plus intéressantes. Est-ce qu'on s'habitue à la consommation de caféine? Est-ce que plus on en consomme, moins ça a d'effet sur nous? On entend souvent dire, prends pas de manière continue des cafés parce que le moment où tu vas en avoir besoin, eh bien ça va pas fonctionner pour toi. Mais est-ce que c'est de la bullshit ou est-ce que c'est vrai? Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il n'y a aucun effet d'habitude de la consommation de caféine sur les réponses ergogéniques qu'elles te permettent d'avoir sur ta performance. Il y a cependant une étude intéressante qui dit qu'il serait intéressant de consommer des doses de 6 mg par kilo pour les personnes qui consomment de la caféine de manière ultra régulière lorsqu'elles veulent booster leur performance. Ce qui ressort de l'étude que je vous présente aujourd'hui, c'est que c'est pas réellement clair si oui ou non ça a un réel impact d'être un consommateur régulier de caféine sur tes performances. Forcément, ça va dépendre d'un tas de facteurs. Ça fait combien de temps que tu consommes de la caféine et combien de caféine en milligrammes tu consommes tous les jours. Il y a une méta-analyse qui est sortie, vous savez, les fameuses méta-analyses dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a regroupé 246 études sur le sujet et qui a conclu, vous savez quoi, que la consommation récurrente et habituelle de caféine n'avait aucun effet sur ses bénéfices ergogènes. Pour résumer, il se pourrait que cela ait aucun effet, ou en tout cas, assumer à l'heure actuelle que ça a un effet est totalement faux. Si tu es un consommateur récurrent de caféine, peut-être en revanche qu'il faudrait augmenter la dose si tu en as besoin pour une performance X. Et l'augmentation de ce dosage-là se fait entre 6 mg et 9 mg par kilo. Cependant, il nous reste encore un petit peu d'études à aller chercher pour pouvoir assurer à 100% qu'il n'y a aucun effet d'être un consommateur habituel de caféine pour pouvoir en ressentir les effets sur une performance. On a parlé génétique tout à l'heure, alors c'est parti avec la question génétique. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Tu as sûrement dû le voir dans ton entourage, il y a certaines personnes qui réagissent plus ou moins à la caféine. Et ces personnes-là ont plus ou moins besoin d'une quantité élevée de café pour en ressentir les effets. Mais se baser juste sur ça n'a rien de génétique. Peut-être que la personne à qui tu te compares, elle fait 20 kilos de moins que toi. Ou peut-être qu'elle en fait 30 de plus. Et donc ça pourrait avoir un impact justement sur sa réaction face à une quantité similaire de caféine que tu consommes. Mais si on regarde d'un point de vue génétique, il semblerait que ça puisse être lié à deux choses. Le premier, on en a déjà parlé, l'isoenzyme CYP1A2. Et le deuxième, c'est ADORA2A. Et ça semble avoir une importance fondamentale parce que le gène CYP1A2 est responsable de près de 99% de la métabolisation de la caféine dans notre organisme. Sur ce gène-là, comme sur tous les autres gènes, tu peux avoir différentes allèles. Et c'est ça notamment qui différencie les personnes entre elles. Et là, dans ce cas-là, avec ce gène-là, il semblerait que la double allèle A, c'est pour ça qu'à la fin du mot, tu as CYP1A2, donc pour double A, eh bien, ce soit des personnes qui ont un métabolisme rapide de la caféine, contrairement à d'autres porteurs de l'allèle C. Donc soit AC ou soit CC dans ce cas-là. Et eux, spécifiquement, ils seraient connus pour justement avoir un métabolisme faible de la caféine. Mais attention, le fait que tu métabolises rapidement la caféine ne veut pas forcément dire que tu réponds plus qu'une autre personne. Et c'est ça qui nous met dans le jus. C'est parce qu'on a une demi-réponse. On a aussi remarqué que les personnes qui métabolisaient rapidement avec la double allèle A avaient finalement une réponse dans la vraie vie qui n'était pas si exceptionnelle que ça. Il y a un autre gène qui s'appelle ADORA2A qui pourrait donc influencer la réponse face à la caféine. Mais encore une
fois, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas réellement si et sous quelle forme ce gène-là permet une réponse plus importante face à la consommation de café. Sachant aussi qu'il y a le facteur génétique, mais qu'il y a énormément d'autres variables, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc si vous pensez que vous êtes un non-responder, essayez simplement de consommer un tout petit peu plus de caféine que les autres, et peut-être que vous aurez les mêmes effets bénéfiques que les autres. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo complète, vous trouverez pas mieux ailleurs. Alors on passe directement à la prochaine question avec est-ce que la caféine peut causer des problématiques au niveau cardiaque? Paradoxalement, la littérature nous démontre que les personnes qui consomment de la caféine de manière régulière ont des risques d'infarctus ou d'arrêt cardiovasculaire moins élevés. D'un point de vue physiologique, ce qu'on remarque, c'est qu'avec des doses modérées et à court terme, ça pourrait améliorer les fonctions endothéliales et améliorer la production de NO, donc les nitriques oxydes. En gros, c'est positif. On nous rapporte aussi un risque plus bas de développer du diabète de type 2 ou d'autres problématiques cardiovasculaires. Et j'ai pas eu le temps d'aller creuser dans ces études-là, mais il y aurait une question à se poser derrière qui est est-ce que ces risques sont diminués parce que au lieu de consommer du coca le matin, tu consommes du café et donc au final c'est ton style de vie qui fait en sorte que caféine serait corrélée à ta santé, mais finalement c'est juste le fait que au lieu de consommer une boisson sucrée, tu consommes une boisson sans sucre. Bref, c'est une hypothèse comme ça qu'il faut se garder en tête. Concernant les études longitudinales, donc vraiment sur le long terme, elle, ce qu'elle remarque, c'est que la consommation de caféine, mais avec des hauts dosages, va être corrélée avec une diminution de la compliance des artères. Donc tout ce qui est système artério-veineux, au fur et à mesure des années, ça perd sa capacité à s'agrandir et à se resserrer. C'est ce qu'on appelle la compliance. Donc c'est pas du tout positif lorsque tu prends des hauts dosages. Mais pour résumer, si tu fais pas de la merde avec ta consommation et que t'abuses pas, il y a aucun problème là-dessus normalement. Prochaine question, c'est sur la densité osseuse et on va y aller relativement rapidement avec celle-ci. Parce que selon moi, c'est la moins intéressante et de toute façon, si vous êtes intéressé, vous avez toujours le lien de l'article en description. Les études qui ont été faites, c'est principalement chez les personnes âgées et ce qu'on retrouve, c'est que si on compare des personnes âgées qui consomment 2 tasses de café par jour, donc environ 220 mg versus 4 tasses, donc 2 versus 4 pour 330 mg, et bien ceux qui consommaient le plus, donc 4 tasses, avaient plus de chances d'augmenter leur risque de fracture comparé au groupe qui consommait moins de caféine. Au niveau physiologique, tout simplement, c'est parce que la caféine, oui, impacte les récepteurs d'adénosine, mais aussi ceux de la vitamine D qui servent à la captation du calcium sur les os. Vous l'avez compris, c'est encore une fois les doses les plus importantes qui sont délétères pour les individus. Il nous reste 3 questions. Et la prochaine, non des moindres, ça concerne les femmes enceintes, à savoir si c'est dangereux pour le bébé durant la grossesse. Ce qu'on apprend, c'est que la caféine est suffisamment lipophile pour passer du système sanguin général de la femme à travers la barrière du placenta et donc atteindre le bébé. Cependant, ce qu'on apprend, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a rien pour métaboliser cette caféine. Il n'y a pas d'enzyme nécessaire, ni au niveau du placenta, ni au niveau de l'organisme du bébé. Et c'est ça qui est problématique. Parce que si t'as pas les enzymes pour synthétiser une molécule ou peu importe ce que t'en fais, bien au final, ça rend cette molécule toxique. On nous apprend aussi que la caféine pourrait affecter le développement embryonnaire de l'enfant. Elle pourrait entraîner des retards de grossesse intra-utérine et plein d'autres effets secondaires qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Si on parle dosage maintenant, parce que tout est une histoire de dosage, avant, dans le passé, je dis bien, il s'agissait de 300 mg pour les recommandations. Donc tu pouvais consommer 300 mg de caféine par jour et ça c'était considéré comme sécuritaire. Sauf que ce qu'on a découvert récemment, c'est que des dosages aussi faibles que 100 à 200 mg par jour durant la grossesse étaient associés à des retards de développement de l'embryon. C'était aussi associé à un risque plus élevé de faire une fausse couche et toutes les autres problématiques qui vont avec, donc c'est vraiment pas cool et ça remet en question la sécurité de la consommation de caféine lors d'une grossesse. Parce que je vous le rappelle, 100 à 200 mg c'est un café voire un thé, ce qu'il y a de plus classique. Donc quand t'es enceinte, en plus d'être limité sur tout ce que tu peux manger, notamment des sushis, et je sais que pour certaines c'est déjà très dur, et bien en plus de ça, vaut mieux que t'évites le café. Et c'est vraiment pas facile, surtout quand t'es habitué d'en boire tous les jours. Encore une question super intéressante, est-ce que la caféine est addictive? Ça c'est une question qu'on se pose souvent, et avant de l'avoir testé, on n'a pas vraiment la réponse. Je suis actuellement en train de tester un 3 semaines sans caféine, j'ai fait 1 semaine et demie pour l'instant, et je vous encourage fortement à l'essayer, ne serait-ce qu'une semaine. Il faut d'abord faire la distinction entre 2 choses. Est-ce que c'est addictif ou est-ce que tu es juste habitué d'en consommer tous les jours et donc c'est une habitude? Pour considérer un produit comme addictif, il faut qu'il réponde à 3 critères qui ont été définis par des agents spécialisés là-dedans. Premier point, un désir permanent ou une incapacité à limiter l'usage malgré les efforts. Point numéro 2, une incapacité à arrêter l'usage malgré que tu saches que c'est détrimentaire pour ta santé. Et numéro 3, un sentiment de manque après son retrait. Donc comme je te l'ai dit à l'instant, je t'invite à l'essayer juste 1 semaine. Comme ça, tu pourras comparer toutes les données que je vais te donner maintenant. Il semblerait qu'il y ait des aspects
aspect qui soit coché dans les 3 critères qu'on vient d'évoquer. Sauf que pour classer un produit comme étant addictif, il faut qu'il réponde aux 3. Et la caféine, elle, va cocher seulement une des 3 cases, qui est, je vous laisse deviner, son manque lors du retrait. Et pour l'instant, de manière médicale, cette caféine-là n'est donc pas considérée comme étant addictive. Et ça, malgré qu'elle va jouer notamment sur certains neurotransmetteurs. Donc c'est là où c'est un peu touchy, c'est qu'elle va jouer sur l'accumulation de certaines hormones, notamment on l'a vu la dopamine et d'autres catécholamines comme la norépinéphrine et l'épinéphrine. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune démonstration scientifique qui nous laisse croire que la caféine est réellement addictive. Donc habitude et addiction, à pas confondre, faites attention. Dernière question les amis, et c'est une question super intéressante malgré que moi j'en ai jamais entendu parler. Est-ce qu'attendre 1h30 à 2h après t'être levé pour consommer de la caféine va t'empêcher d'avoir un pic de fatigue au début d'après-midi? Alors faut que tu comprennes un truc, c'est tout ça c'est basé sur une réponse face à certaines hormones. On parle notamment du cortisol. Ce qui nous est rapporté dans cet article-là, c'est que le cortisol a un pattern particulier et ses niveaux sont très bas lorsque tu vas t'endormir le soir. Donc quand tu t'endors, c'est super bas. Après ça, ça commence à augmenter progressivement dans la nuit et t'atteins un pic 1 heure après t'être réveillé. Par la suite, il décline tout au long de la journée, mais il reste stable environ dans l'après-midi. Pour comprendre le rôle du cortisol et de la caféine, eh bien ça c'est basé sur la compréhension de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ce qu'on nous apprend dans l'article, c'est que c'est un peu lui le boss qui va réguler ton sommeil, mais aussi ta capacité à être éveillé, et la caféine a la capacité d'altérer cet état d'éveil. Comment elle fait ça? Eh bien tout simplement, elle augmente la sécrétion du cortisol et de l'acétylcholine, donc l'ACTH, d'environ 30%. Attention, apparemment, chez les habitués en termes de caféine, eh bien l'augmentation du cortisol, elle semble être atténuée. Donc en gros, plus tu es habitué, moins tu as cet effet-là avec le cortisol. Et chez les personnes notamment qui consomment entre 300 et 600 mg par jour, la réponse du cortisol avec la caféine peut être complètement éliminée. En se basant sur de la physiologie humaine, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, sinon ça va la rendre un peu plus longue et un peu moins intéressante, mais l'article, pendant un certain paragraphe, il s'attarde à démonter tous les arguments en faveur d'avoir un délai avant de consommer de la caféine le matin. Et là, attention, ouvrez vos oreilles, ça va être super intéressant. Ce qu'on nous apprend dans l'article, c'est que la seule raison intéressante de retarder l'ingestion de caféine au lever serait tout simplement pour son efficacité. En effet, là, il y a un truc super important à savoir, c'est que durant la nuit, le cerveau va restaurer toute son énergie et il va donc réduire l'occupation qu'a l'adénosine sur ses récepteurs A1 et A2A. Donc, prendre une tasse de café directement au lever est finalement la chose la moins efficace à faire si tu veux limiter ta fatigue. En gros, c'est exactement ce que ça nous dit, étant donné que la caféine va justement aller sur ces récepteurs-là d'adénosine pour empêcher l'adénosine elle-même de se fixer. Sauf que le matin, ces récepteurs d'adénosine-là, ils sont vides. Donc en gros, ça sert à rien. Mais, il y a toujours un mais, l'exception à la règle, c'est que si tu manques de sommeil, que tu es en privation de sommeil, eh bien dans ce cas-là, ce que je viens de vous dire ne s'applique pas, étant donné que la privation de sommeil peut altérer justement l'adénosine et tous les mécanismes associés. Il n'y a aucune évidence scientifique qui dit que la prise de caféine dès le matin va entraîner un crash en après-midi. Si on pousse la réflexion un tout petit peu plus loin, on sait que ce crash-là, il intervient après un repas. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que ce soit lié à ce repas-là, sûrement riche en glucides pour certains, que de la caféine que tu as consommée il y a 4 heures de ça. Avant de passer à la conclusion, si tu as trouvé que je t'ai apporté un maximum de valeur aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner, le petit like qui fait plaisir. Comme d'habitude, je vous choisis la crème de la crème en termes d'articles scientifiques. Je vais vous remettre ici un petit mémo avec tout ce qu'on a vu, les réponses à toutes les questions. Dites-moi vous dans les commentaires, c'est quoi vos habitudes de consommation de caféine? Donc, combien de fois t'en bois par jour si c'est du café, ou sinon sous quelle forme tu le consommes? Pré-workout, pills, etc. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très prochainement pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.